Donc bonsoir à tous. Donc pour la dernière conférence du coup sur le cycle sur la croissance économique. Du coup la première c'était comprendre un peu ce que c'était que la croissance économique, comment on la calculait et qu'est-ce qui était dedans et qu'est-ce qui n'était pas dedans. La semaine dernière on avait un intervenant, du coup un chercheur en économie, qui au final nous a dit qu'aujourd'hui les économistes ne savaient plus trop quoi faire pour faire fonctionner l'économie. C'était assez intéressant. Et là, moi, je voulais approcher du coup cette dernière conférence sur la croissance économique avec l'urgence écologique qu'on a aujourd'hui, mais surtout le point de vue changement climatique, érosion de la biodiversité. Est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'économie, sur la croissance économique? Et du coup, après, un peu réfléchir sur est-ce qu'on peut encore penser la croissance économique en intégrant ces deux gros enjeux que sont le changement climatique et la perte de biodiversité. Donc, je vais parler d'un peu de tout du coup dans cette conférence. D'abord, je vais parler d'énergie, ensuite de changement climatique, ensuite de biodiversité, ensuite d'agriculture, et à la fin, on va parler d'économie. Euh, Normalement, ça devrait s'articuler et être un peu clair. Mais voilà. Et comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous voulez faire un truc un peu interactif, etc. Euh, voilà. Donc je vais commencer par l'énergie. Euh, Pourquoi par l'énergie? Parce que je pense que c'est ce qui reflète bien aussi la croissance économique. L'énergie en physique, c'est ce qui quantifie en gros le changement d'état d'un système. Ça peut être sous forme de chaleur, sous forme de mouvement, sous forme de... Quand quelque chose s'accélère, ça a besoin d'énergie pour s'accélérer. Quand quelque chose se réchauffe ou se refroidit, il y a besoin d'énergie à chaque fois pour changer d'état. Et au final, la croissance économique, c'est un peu l'expression de l'énergie, parce que la croissance économique, c'est juste l'activité supplémentaire qu'on dégage par rapport à l'année d'avant. Donc en fait, on pourrait transformer toute cette croissance économique sous forme d'énergie, en imaginant, en fait, la croissance économique, dès qu'on produit quelque chose, on a besoin d'énergie pour produire cette nouvelle chose. Dès qu'on a de nouveaux services, des personnes qui se déplacent, tout ça, ça contribue à la croissance économique, mais derrière, c'est de l'énergie. Euh, Aujourd'hui, l'énergie, ça représente 3 à 4% du PIB mondial. Donc au final, c'est très peu. C'est-à-dire que dans le PIB mondial, dans toute la production industrielle qu'on a, toute la production marchande qu'on a, il n'y a que 3% de cette production qui est consacrée à l'énergie, à faire fonctionner, trouver des formes d'énergie et faire fonctionner l'énergie. Aujourd'hui, quelle est la principale source d'énergie qu'on a dans le monde? Ce sont les énergies fossiles. 80% de l'énergie qu'on utilise provient des énergies fossiles. Euh, donc on a 30% pour le charbon, 30% pour le pétrole. Et au final, c'est un peu ça qui a permis c'est à chaque fois l'énergie qui a permis au fur et à mesure le développement des civilisations à travers le monde. Euh, Si on reprend un peu historiquement, la première source d'énergie, c'est le soleil. Du coup, qui a réchauffé la planète et qui a permis après la planète de se développer, de créer une atmosphère. Le soleil, en chauffant les océans, crée le vent. Après, les bactéries se sont transformées, ont développé la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est ce qui permet en gros, aux êtres vivants dotés de chlorophylle, grâce à la photosynthèse, d'absorber l'énergie du soleil pour pour absorber le carbone et pour croître. Donc tout ça, c'est l'énergie. Donc c'est la première énergie, c'est le soleil. Et du coup, on a eu toutes ces plantes qui, avec la photosynthèse, ont fait du carbone en absorbant l'énergie du soleil. Elles se sont décomposées et après, elles se sont enfouies au fur et à mesure. Ça fait des sédiments et ça fait du gaz, du pétrole et de l'énergie fossile. Donc on peut dire que toute l'énergie qu'on a, le charbon, le pétrole, le gaz, tout ça provient au final du soleil. Du coup, en gros, c'est l'énergie du soleil qui a été condensée pendant des milliers d'années. Euh, Est-ce que je me suis perdu? Non. Et donc en fait, c'est après, au fur et à mesure, avant qu'on découvre les énergies fossiles, si c'est là où je veux en venir,
on utilisait comme une source d'énergie le vent, les courants marins, les rivières, avec les moulins. Voilà. Parce qu'on utilisait les énergies renouvelables. Du coup, avec le vent, le moulin à vent, ça permettait de moudre le grain grâce à l'énergie. Enfin, les animaux, les bêtes de trait qui nous permettaient de fournir plus d'énergie que ce qu'on pouvait nous-mêmes avec nos petites mains. Et après, on a découvert le charbon, puis le pétrole, qui nous ont permis justement d'avoir cette énergie condensée, et justement, en la brûlant, de développer énormément d'énergie, et du coup de faire fonctionner des machines pour transformer cette énergie et produire bien plus de travail qu'un homme aurait pu faire. Juste pour donner quelques ordres de grandeur, 1 litre d'essence, ça représente 10 kWh. Non, je vais pas prendre ça, pas un litre d'essence. Un tracteur, ça permet ça dégage un travail de 60 kW. Une paire de jambes, c'est 100 watts. Donc en fait, un tracteur, ça permet d'utiliser, grâce à l'essence, de dégager la force de 600 jambes. Donc en fait, si on voulait remplacer tous les tracteurs en se débarrassant du pétrole, il faudrait à chaque fois, pour chaque tracteur, 600 paires de jambes, en termes d'énergie à fournir, pour faire le même travail. Un camion, c'est 4000 paires de jambes, pour porter un 35 tonnes. Et un avion, c'est 1 million de paires de jambes, pour faire voler 300 personnes dans l'atmosphère. Du coup, c'est juste des ordres d'idées, mais c'est pour se rendre compte à quel point cette énergie condensée, qui sont le charbon et le pétrole, sont hyper importantes aujourd'hui pour faire fonctionner l'économie. Parce que si on n'a pas ces sources d'énergie, et ben en fait, nos grosses machines qui nous permettent de faire cette croissance et de développer tout notre tissu industriel, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, notre énergie dépend 80% des énergies fossiles, donc 30% pétrole, 30% charbon, 20% gaz. Même en France, qu'on cite comme un pays étant décarboné, 70% de notre énergie provient des énergies fossiles. Surtout le pétrole, parce que le pétrole, l'avantage c'est que c'est liquide, c'est facile à transporter, et du coup c'est utilisé principalement pour faire fonctionner des voitures thermiques, des voitures, des moteurs pour se déplacer. Alors que le charbon et le gaz vont plutôt être utilisés pour faire fonctionner des centrales électriques, pour produire l'électricité. Mais donc aujourd'hui, l'électricité, ça représente que 20% de l'énergie qu'on utilise. C'est une forme d'énergie, l'électricité, et ça représente que 20% de l'énergie totale qu'on utilise. Quand on produit de la chaleur pour se chauffer, quand on produit et du pétrole pour déplacer les machines, tout ça, c'est de l'énergie qu'on utilise, et c'est pas souvent l'électricité. Donc aujourd'hui, on a une économie qui est complètement connectée et corrélée avec les énergies fossiles. Et aujourd'hui, la croissance est complètement reliée, en fait, la croissance économique est complètement liée à l'augmentation de la production de pétrole. Plus on produit de pétrole, plus on est capable de croître. Si on diminue la quantité de pétrole qu'on extrait, et ben forcément le PIB va baisser, parce qu'on ne sera plus capable de produire autant, parce que justement on n'a plus de carburant pour faire fonctionner ces machines, parce qu'elles ont besoin de pétrole. Et sans pétrole, en fait, on n'a pas cette énergie condensée qui nous permet de faire avancer aussi bien ces machines. Le pétrole, il faut savoir qu'il existe sous plusieurs formes. La forme la plus connue, c'est type en Arabie Saoudite, on creuse un trou et pouf, il y a du pétrole qui sort. C'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est celui qui est le plus facile à exploiter. On fait un trou et ça sort tout seul. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré l'année dernière que le pic de pétrole pour le pétrole conventionnel avait été atteint en 2008. C'est-à-dire, le pic de pétrole, ça correspond au maximum de production qu'on peut avoir pour une matière. Donc le pic de pétrole conventionnel, ça veut dire qu'en fait, en 2008, on a atteint la quantité maximale de pétrole conventionnel qu'on était capable d'extraire, et qu'a priori, dans le futur, on ne sera plus capable d'extraire du pétrole conventionnel de manière aussi importante, et du coup, ça va faire que baisser. Ça veut dire que les puits sont en train de se tarir, parce que le pétrole n'est pas une ressource renouvelable à notre échelle, et du coup, ça veut dire que les puits sont en train de baisser. Entre-temps, aux États-Unis, ils ont développé le gaz de schiste, le pétrole de schiste, qui sont des pétroles non conventionnels, ou au Canada avec les sables bitumineux, où là, du coup, c'est des pétroles qui ne sont pas sous une forme
dans une grande nappe facile à extraire, qui sont mélangés soit à du sable comme au Canada, ou soit sous forme dans les roches sous forme de schiste, enfin de schiste. Et du coup, il faut fracturer les roches. C'est plus compliqué, ça coûte plus cher à extraire. Mais aux États-Unis, ils ont réouvert tous les puits de pétrole parce que justement, ça devenait rentable parce que le prix du pétrole avait augmenté. Et donc aujourd'hui, on permet toute la croissance justement la croissance de la production de pétrole qui baissait à cause de la perte de ces puits conventionnels est repartie à l'hausse grâce à ce nouveau pétrole non conventionnel qui a été développé aux États-Unis. Du coup, ça permet encore d'avoir une croissance continue parce qu'on a trouvé une autre source de pétrole. Sauf qu'aux États-Unis, ils sont en train de s'apercevoir que ça devient de plus en plus compliqué de faire fonctionner ces puits parce il faut fracturer la roche. Et du coup, ils font des puits sur les côtés et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à extraire beaucoup moins de pétrole que prévu. Et donc, ils se disent que, en fait, ils n'arriveront pas à produire autant de pétrole que ce que la croissance économique demande. Donc ça, c'est un des premiers freins à la croissance économique, c'est-à-dire qu'en fait, sans pétrole, on ne sait pas faire de croissance économique. Parce que la croissance économique, ça représente tous les services marchands. Et du coup, en fait, s'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de déplacement. Parce qu'aujourd'hui, encore, tous nos modes de déplacement fonctionnent avec du pétrole. Et du coup, s'il n'y a pas de déplacement, s'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de commerce qui se fait, et du coup, pas d'économie. Et l'autre problème du pétrole, du charbon et du gaz, c'est que ça émet du CO2. Et donc, ça a un impact directement sur le climat. Donc, c'est là où j'arrive sur la partie changement climatique. Donc, le changement climatique, donc le climat, comment ça fonctionne? Il y a la Terre qui reçoit de l'énergie du Soleil, elle en absorbe et elle en réémet sous forme de radiation et qui sont captées par l'atmosphère, du coup par ce qu'on appelle l'effet de serre. Du coup, les gaz de l'atmosphère captent l'énergie du Soleil, l'énergie de la Terre qui est réémise, et du coup, ça permet de conserver une température à la surface de la Terre, qui est normalement de 15 degrés. Et justement, s'il n'y avait pas cette atmosphère et cet effet de serre, on serait à moins 18 degrés, parce qu'on renverrait toute l'énergie de la Terre. Du coup, il ferait bien plus froid. Donc l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Le principal gaz d'effet de serre, c'est la vapeur d'eau avec les nuages, qui capte, du coup, absorbe cette énergie réémise. Et aujourd'hui, il y a un problème qui est qu'on émet un gaz à effet de serre supplémentaire, le CO2, du coup, qui est émis principalement par la combustion d'énergie fossile, donc du charbon, du pétrole et du gaz, et également par la déforestation, parce que la déforestation, on brûle les arbres pour déforester, on fait des gros incendies géants. Du coup, tout le carbone qui avait été stocké dans les arbres grâce à la photosynthèse est directement réémis dans l'atmosphère, et du coup, ça augmente l'effet de serre. Ce carbone, ce CO2, une fois qu'il va dans l'atmosphère, où est-ce qu'il va après? Soit il va dans les arbres, dans les arbres qui restent, dans les plantes, grâce à la photosynthèse qui absorbe le CO2 pour grandir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Soit ça va dans les océans. Mais le problème, c'est que ça acidifie les océans. Et du coup, quand ça acidifie les océans, ça a des problèmes pour la calcification, notamment de petites bêtes qui sont des ptéropodes et des coccolithophores, qui sont notamment du zooplancton, du phytoplancton, et qui sont à base de la chaîne alimentaire. Et en fait, on s'aperçoit que plus l'océan s'acidifie, plus elles auront de mal à pouvoir faire cette coquille en calcaire. Et du coup, cette coquille en calcaire, si ça ne fond plus, potentiellement, il pourrait disparaître, sachant que c'est à base de la chaîne alimentaire, donc ça pourrait provoquer un gros problème pour tout le reste de la chaîne alimentaire marine. Il y a un autre phénomène, c'est que comme ces coquilles en calcaire sont plus fines, parce que du coup, ils n'arrivent pas à bien produire leurs coquilles en calcaire, et en fait, elles flottent maintenant. Alors qu'avant, ça se déposait au fond de la mer et ça faisait des sédiments, ce qu'on appelait aussi un puits de carbone, des sédiments qui faisaient du calcaire, et le calcaire qu'on extrait pour faire du ciment, par exemple. Tout le calcaire, pareil, ça correspond à tous les sédiments du passé d'espèces animales. Donc c'est toute la biodiversité du passé qui nous a permis de faire ce calcaire, qui permet de faire le ciment. Et aujourd'hui, en acidifiant les océans, du coup, ces petites coquilles flottent, et du coup, on n'a plus cet effet de puits de carbone, d'absorption du carbone sous forme de calcaire qui se fait. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on garde encore plus de carbone dans l'atmosphère. Et du coup, quand il reste dans l'atmosphère, le carbone, le problème, du coup, c'est qu'il réchauffe. Et du coup, plus on en met dans l'atmosphère, plus ça va réchauffer. Et le CO2, c'est un gaz
enfin, j'ai pas envie d'être trop technique, mais c'est un gaz inerte qui est très difficile à casser. C'est la fin en fait de la chaîne de carbone. C'est-à-dire que le CO2 c'est très difficile à casser. Du coup, c'est pour ça qu'il y a la photosynthèse, c'est génial. Ça permet justement, grâce à l'énergie du soleil, de briser ces molécules de CO2. Et sinon, c'est extrêmement compliqué. Du coup, ça reste très longtemps dans l'atmosphère. Donc, voilà. Donc, quand on émet du CO2, ça veut dire que ça va réchauffer pendant 100 ans et ça va rester longtemps dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on parle de. Enfin, après, j'arrive pour la suite. Donc, on a cet effet qui se réchauffe. Les conséquences, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, si ça se réchauffe, du coup, la température au sol va se réchauffer, la température de l'eau dans les mers va se réchauffer, la banquise va fondre, les glaciers vont fondre, les calottes glaciaires, du coup, le Groenland et l'Antarctique vont fondre. Du coup, si les glaciers et les calottes fondent, ça va rajouter de l'eau dans l'océan, parce que c'est la glace qui est sur la Terre. Du coup, le niveau de l'eau va monter. Quand l'eau se réchauffe, elle prend plus de place, elle se dilate. Du coup, l'eau monte encore. Et si l'eau se réchauffe, ça veut dire qu'il y a plus d'eau qui va dans l'atmosphère. Et du coup, après, quand elle redescend, ça veut dire que les pluies sont encore plus importantes. A l'inverse, quand la Terre se réchauffe, l'eau s'évapore plus vite, du coup, ça fait des sécheresses. Et s'il y a des sécheresses, ça implique que le sol devient imperméable. Et donc, quand il pleut plus sur un sol plus sec, il y a de grosses inondations. Ça a aussi un effet sur les cyclones, qui sont des événements naturels. Et plus il fait chaud, en gros, plus les cyclones seront puissants. Et quand les cyclones sont puissants, en fait, la mer déborde encore plus. Du coup, ça fait des submersions, c'est de l'eau de mer qui arrive sur la Terre, qu'on a eu en Louisiane par exemple. Et si le niveau de la mer augmente encore plus, ça accroît l'effet de ces cyclones. Le problème des cyclones, c'est que du coup, enfin, pas des cyclones, des submersions, c'est de l'eau de mer qui rentre sur la Terre, du coup, c'est de l'eau salée qui arrive sur Terre. Donc ça, c'est toutes les conséquences du changement climatique qui auront un impact important sur notamment l'approvisionnement en douce, du coup les rendements agricoles, parce que si on a des sécheresses, si on a des submersions, les terres en fait deviennent stériles potentiellement. Et ensuite, ça a un autre impact sur la biodiversité marine et sur la biodiversité terrestre, parce qu'on perturbe les écosystèmes, il y a des modifications de température, et du coup ça fait se déplacer, ça perturbe les écosystèmes, ça change les espèces qui sont présentes, et ça fait aussi se déplacer des espèces qu'on peut avoir par exemple, qui sont des moustiques, qui arrivent, des moustiques, du coup avec des maladies tropicales qui peuvent arriver dans les zones où il n'y en avait pas. Tout ça, ça va avoir un impact sur l'agriculture et sur la santé humaine. Donc, au niveau économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a plus de maladies, donc il y a potentiellement besoin de plus de services de santé. S'il y a plus de catastrophes naturelles, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses à reconstruire. Donc, pour la croissance économique, ça veut dire qu'il y a potentiellement une croissance économique liée au changement climatique, parce qu'il faudra reconstruire tout ce qui a été détruit par les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fortes. Et c'est un peu le paradoxe, à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent, derrière, il y a une hausse du PIB supérieure à ce qui a été prévu. Donc une croissance économique s'accroît. Enfin, une croissance économique supérieure. Parce que justement, la croissance économique et le modèle économique actuel ne prend pas en compte toutes ces externalités négatives que sont la pollution, les catastrophes naturelles. C'est pas encore identifié. Donc après, je me demande si, est-ce que pas dans quelques années, on n'aura pas un calcul du PIB corrigé des événements climatiques, des aléas climatiques. Ce serait possible à imaginer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que du coup, ce changement climatique, comme on a vu que la croissance économique aujourd'hui était corrélée du coup aux émissions de pétrole, et que le pétrole émet du CO2, ça veut dire que aujourd'hui, le changement climatique est forcément aggravé par la croissance économique, puisque la croissance économique veut dire plus de pétrole et du coup plus de CO2. Donc ça, c'est un des trucs qui est aujourd'hui, dans le modèle actuel, compliqué à continuer. En fait, il faut un peu choisir entre soit plus de PIB et du coup plus de problèmes climatiques, ou soit moins de problèmes climatiques et du coup trouver une autre manière
trouve un autre indicateur que le PIB tel qu'il est aujourd'hui. Surtout au niveau économique, ce qui est intéressant, c'est l'année dernière, le prix Nobel d'économie, qui s'appelle William Nordhaus, a eu un prix Nobel sur ses travaux justement sur l'intégration du changement climatique dans l'économie, notamment dans la croissance économique. Et d'après ses calculs, d'ici 2100, la température optimale en termes de dépenses à effectuer pour justement s'adapter et éviter le changement climatique et la perte de PIB engendrée par le changement climatique, c'est plus 4 degrés. Donc pour cet économiste qui a eu un prix Nobel, l'optimum climatique, c'est un monde à plus 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Sachant qu'il y a 20 000 ans, on était à moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Et à moins 5 degrés, il y avait une calotte glaciaire qui allait jusqu'au sud de la France et qui faisait 1 km de glace. Donc en fait, tout le nord de l'Europe n'existait pas. Donc c'est pour montrer un peu l'ampleur de la différence. Il y avait 120 mètres d'écart. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et ça, c'était un écart de 5 degrés. Et du coup, les économistes du coup, considèrent qu'à plus 4 degrés, c'est complètement viable et qu'on a juste, c'est l'optimum économique. Ça marche aussi dans le sens, du coup, à moins 4 degrés, c'est l'optimum économique aussi, s'il y a une perte de climat. Il y a d'autres chercheurs, du coup, qui ont essayé justement de calculer l'impact d'un monde à plus 5 degrés sur les rendements agricoles, sur les catastrophes naturelles, etc. Et eux estiment que potentiellement, il pourrait rester de la place dans un monde à plus 5 degrés que pour 1 milliard de personnes. Donc en fait, quand on met, il y en a qui disent à plus 5 degrés, il y a potentiellement de la place que pour 1 milliard de personnes en 2100, et à côté, vous avez un économiste qui est le prix Nobel pour dire l'optimum, c'est plus 4 degrés. Il y a un gap intéressant en fait dans le reflet aujourd'hui de l'économie sur le monde. Enfin, entre la réalité, justement, ce monde économique qui est juste un raisonnement économique en faisant abstraction aussi de tout ce qui va être les ressources naturelles et le bien-être humain. Et en face, quand on prend en compte la réalité du monde avec les enjeux agriculture et santé humaine. Il y a aussi le PDG d'AXA, du coup, pour les assurances, qui a dit un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. C'est-à-dire qu'eux considèrent que dans un monde à plus 4 degrés, le monde de l'assurance n'existe plus. Comme une grosse part du PIB mondial aussi. Donc c'est assez intéressant de voir que même eux, pour eux, c'est un gros enjeu. Donc sur le changement climatique, il y a un gros impact aussi. Est-ce que c'est clair pour le changement climatique ou il y a des questions ? Le changement climatique a aussi un impact sur la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? La biodiversité, en gros, c'est l'ensemble du vivant, des écosystèmes, des espèces, la diversité génétique et toutes leurs interactions. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, ça veut dire que, en gros, c'est toute la vie qui nous entoure. C'est le monde du vivant. Un écosystème, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'interactions entre des espèces dans une zone géographique donnée. Ça peut être le système digestif, ça peut être un écosystème. Une mare, ça peut être un écosystème. La savane, ça va être un écosystème avec les gazelles, les éléphants qui marchent sur les arbres pour qu'il y ait que les plus gros arbres qui poussent, etc. Du coup, c'est aussi les interactions qui ont un impact sur l'écosystème. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, de tout temps, la biodiversité a apporté énormément de choses à l'homme. Elle apporte ce qu'on appelle des services qui sont gratuits, qui ne sont pas du tout pris en compte par la biodiversité, enfin pas du tout pris en compte, notamment en économie. Donc quels sont ces services ? Ça va être tout ce qui va être les services d'approvisionnement en nourriture, avec la pêche, l'agriculture, la cueillette, etc. Services d'approvisionnement en eau douce, grâce à la filtration, services d'approvisionnement en matériaux, tout le bois, la laine, tout ça, c'est produit gratuitement par la biodiversité. Après, on l'utilise de manière directe via l'agriculture. Mais la biodiversité, c'est ce
qui fournit quasiment aujourd'hui tout ce dont l'homme a besoin pour vivre. Par exemple, les médicaments, 60%, les 2 tiers des médicaments qui sont produits aujourd'hui sont issus de molécules naturelles qu'on trouve dans la nature. Donc ça, c'est la biodiversité qui nous apporte. Elle apporte aussi des services de régulation qui sont pareil, qui sont gratuits avec les pollinisations. Quand les abeilles vont polliniser les arbres pour que les arbres donnent des fruits, ça, c'est pareil, c'est des services qui sont rendus gratuitement par la nature. Pareil, formation d'habitat pour que les plantes puissent vivre, pour que les oiseaux puissent nicher, etc. Tout ça, c'est des services qui sont rendus par la nature. Et ça produit aussi, ça rend aussi des services hyper importants qui sont tous les services socioculturels. Sans la biodiversité, il n'y aurait pas de création artistique, il n'y aurait pas de nature morte, il n'y aurait pas de chansons sur les fleurs, sur les arbres, ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment, ça paraît bête, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est une source d'inspiration majeure dans la vie pour nous, quoi. Donc, il faut prendre en compte que la biodiversité, c'est vraiment tout ce qui nous entoure et c'est tout ce qui a créé et fondé les civilisations. Mais la biodiversité, ça prend également en compte la diversité des espaces, mais même au sein de l'homme, la diversité culturelle. En général, tout ce qui est culturel et historique dans les civilisations humaines ont été structurés et façonnés par la biodiversité et ce qui nous entoure. En Inde, les fleuves sacrés, c'est la biodiversité. Les peuples autochtones vivent en harmonie dans la nature, c'est une intégration de la biodiversité, mais ça fait partie aussi de la diversité de l'homme. Et du coup, c'est important de prendre en compte ça, toute cette diversité. J'arriverai après dessus. Cette biodiversité, du coup, nous apporte ses services, et ces services sont gratuits. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Ils ne sont pas du tout inclus aujourd'hui dans l'économie. Les abeilles, quand elles pollinisent les plantes, s'il n'y en a plus, on sait que ça va coûter très cher parce qu'il faudra le faire autrement. Mais si ça coûte cher, ça veut dire qu'il faut fabriquer des drones pour remplacer les abeilles, et du coup, c'est de la croissance économique. Si on remplace un service gratuit par un service payant, c'est forcément de la croissance économique. Parce que du coup, on remplace quelque chose par un service non marchand. Tout ce qui est gratuit n'est pas inclus dans le PIB. Du coup, c'est un peu le paradoxe. Donc en fait, d'un point de vue économique, aujourd'hui, on aurait tout intérêt à détruire la biodiversité, à la remplacer par des machines, parce que ça ferait de la croissance. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un service gratuit qu'on remplace par quelque chose de payant ? Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a une pression de plus en plus forte sur la biodiversité. On assiste à ce qu'on appelle la 6e grande extinction d'espèces. Il y a 5 causes pour cette dégradation de la biodiversité. La première cause, c'est l'artificialisation des sols et la destruction des habitats. Donc quand on détruit les habitats, quand on rase une forêt, quand on remplace un champ ou une prairie par une grande zone de goudronnée pour faire un centre commercial, tout ça, on détruit des habitats. Et c'est la première cause d'extinction de la biodiversité, c'est vraiment ça, destruction des habitats. Et segmentation quelque chose d'important aussi, segmentation des territoires. Quand on trace des routes, quand on fait des lignes de chemin de fer avec des avions, en fait, on coupe les territoires. Et du coup, en fait, les espèces qui migraient sur un territoire de 100 hectares, leur terrain est coupé en deux. Du coup, elles deviennent isolées dans une seule partie. Et du coup, ça a énormément d'impact sur justement cette gestion des écosystèmes. Deuxième problème de la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Donc tout ce qui est surpêche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un tiers des stocks de poissons qui sont pêchés de manière supérieur au taux de renouvellement des poissons. Donc on sait qu'il y a un tiers des ressources en poissons qui vont disparaître si on continue à pêcher comme ça. Troisième cause, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, c'est la 3e cause d'érosion de la biodiversité. Et ça deviendra la première dans quelques années si on ne fait rien pour l'enrayer. 4e cause, ça va être la pollution. Et 5e cause, c'est tout ce qui va être espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est par exemple la pyrale du buis qui est venue en France et qui a détruit tous les buis, par exemple, du château de Vaux-le-Vicomte. Du coup, ils ont dû arracher tous les buis.
Du coup, pareil, typiquement, ça a eu un impact sur les services socioculturels. Tout le tourisme aussi est lié à la biodiversité. Du coup, quand on arrache tous les jardins à la française de Vaux-le-Vicomte, bah, Vaux-le-Vicomte, il se retrouve avec un. Il y a des gens qui venaient juste pour visiter leur château, pour visiter les jardins du château et pas le château. Et du coup, bah, ça a un vrai impact économique dessus. Et pardon. Euh, quelles sont les conséquences en fait de la perte de la biodiversité? Les conséquences, c'est une perte de résilience de la biodiversité. Plus du coup, la biodiversité, le système est riche en espèces, plus il y a une attaque extérieure qui arrive, ou s'il y a un choc extérieur, plus il sera capable de se remettre en état après une agression. Et le problème qu'on a aujourd'hui, du coup, c'est qu'en fait, on dégrade cette biodiversité. Du coup, elle est de moins en moins résiliente aux agressions extérieures, sachant que les agressions deviennent de plus en plus fortes, notamment avec la surexploitation des ressources, mais également le changement climatique. Il y a des événements climatiques de plus en plus forts sur une biodiversité dégradée. Du coup, ça a des conséquences encore plus importantes là-dessus. Il y a une autre chose, du coup, qui a un impact sur la biodiversité, c'est tout ce qui est la standardisation, et qui est lié à la mondialisation des échanges. La biodiversité, du coup, c'est qu'il faut que ce soit diverse. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une standardisation d'espèces parce qu'on fait énormément de monoculture, que les gens veulent tous du chocolat. Du coup, bah, en fait, on plante des cacaos dans tous les pays où le climat permet de planter du cacao. Du coup, on arrache tout. Et donc, en fait, on détruit à côté de ça la diversité locale qui existait. Et du coup, au final, si on continue comme ça, on va avoir juste une biodiversité, juste un écosystème unique avec que de la monoculture. Mais le problème de ça, ça veut dire que s'il y a une bactérie un peu plus forte qui arrive euh, dans votre champ et qu'en fait votre champ ça correspond à votre territoire entier agricole, et bah potentiellement ça peut tout détruire d'un coup. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, Il y a un champignon qui arrive, qui attaque les agrumes, qui s'appelle la maïe du dragon, et qui commence à arriver, du coup, qui attaque tous les agrumes dans le monde, et qui commence à arriver notamment en Californie, et du coup, qui fait que les fruits ne mûrissent plus, et ils pourrissent directement sur l'arbre. Et, et du coup, pour le coup, à l'inverse de tout ce qui est au niveau agricole, donc tous les impacts de cette biodiversité, à l'inverse du changement climatique ou de la destruction de quelque chose qui derrière recrée de la croissance, et bien là, ça détruit carrément la croissance parce qu'en fait, on touche aux matières premières, en fait, on touche à la base de l'économie, l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a Pepsi, Coca-Cola, le gouvernement américain et toutes les entreprises agroalimentaires, enfin de l'agrochimie, Bayer, etc., qui mettent des millions pour trouver une solution pour se débarrasser du coup de ce champignon. Parce qu'en fait, c'est potentiellement la totalité des productions d'agrumes qui pourraient être détruites. Et en fait, du coup, s'il n'y a plus d'agrumes, il n'y a plus de Fanta. Donc en fait, pour eux, ils ne peuvent pas le remplacer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'agrumes, Fanta, sur du coup, leur compte de résultat, ils barrent une ligne, ils barrent tous les revenus de Fanta. Ils savent que bah, voilà, s'il n'y a plus d'agrumes, il n'y a plus de Fanta. Donc tous les revenus qui sont liés à Fanta, ça disparaît. Donc c'est automatiquement, pour le coup, une destruction de PIB, une destruction de richesse produite. Donc c'est pas du tout, pour la biodiversité, c'est pas du tout les mêmes enjeux forcément que le changement climatique. On se dit que potentiellement le changement climatique va créer de la richesse, même si ça va dégrader les conditions de vie. La biodiversité va dégrader les conditions de vie, mais en plus va détruire la richesse. Et quand on touche à la biodiversité, surtout, on touche à l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui produit l'énergie de l'homme. Du coup, nous, on ne se nourrit pas de pétrole, on se nourrit de nourriture. Et pareil, l'agriculture, ça représente 3% du PIB mondial. Du coup, c'est rien en termes de richesse produite. L'agriculture, c'est vraiment une toute petite partie. Mais ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre, en incluant la déforestation. C'est un tiers des surfaces terrestres, les surfaces utilisées pour le pâturage et l'agriculture, c'est un tiers des surfaces. Et aujourd'hui, on a environ un quart des terres qui ont connu une perte de productivité en raison de la dégradation des sols, soit à cause de pollution,
changement climatique ou érosion de la biodiversité. Pour faire des... Là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas inclus dans la croissance économique, enfin dans le modèle économique, c'est on l'a pour le pétrole aussi, c'est la raréfaction des ressources. Pour augmenter le rendement agricole, on utilise des engrais. Du coup, les plantes, pour bien grossir, elles ont besoin d'azote, de potassium et de phosphate. Le phosphate, c'est ce qu'on appelle un métal, mais on le retrouve sous forme rocheuse ou sous forme naturelle dans la nature. Et c'est un élément essentiel à la vie pour pouvoir structurer l'ADN et les cellules. Donc on ne peut pas le remplacer par quoi que ce soit d'autre. Et du coup, on en a besoin de nous, les plantes en ont besoin. Et sous forme d'engrais, en fait, on trouve sous forme d'engrais minéral, mais en quantité limitée. Et ce phosphate, du coup, c'est ce qui permet d'augmenter la productivité agricole. Et s'il n'y en a plus, et on estime qu'il n'y en aura plus, que le pic va arriver dans ce siècle, bah, en fait, après, comment est-ce qu'on fait pour produire, avoir des rendements élevés de notre système agricole tel qu'il est aujourd'hui? Parce qu'en fait, le phosphate, il est contenu dans les plantes, et après, normalement, il est redistribué dans un cycle naturel, comme l'azote. On considère, si on prend un champ de blé, si vous le consommez, vous, dans votre village, le blé pousse, du coup, il consomme du phosphate, il pousse, vous coupez le blé, vous le ramassez, vous le mangez, vous faites de la farine, du pain, vous mangez. Après, vous avez tout dans tous vos bouts d'excréments, vous avez récupéré tout le phosphate que vous aviez consommé, en gros. Ça, vous refertilisez votre champ avec. Et vous avez une boucle à peu près fermée, et du coup, vous dites, bah, en fait, que c'est bon, votre phosphate reste à l'équilibre. Le problème, c'est que quand vous avez un pays qui exporte énormément de produits agricoles, comme la France, bah, du coup, vous mettez de l'engrais en permanence pour produire du blé, et votre blé, qui va contenir le phosphate, bah, vous l'exportez, vous l'envoyez dans d'autres pays. Et du coup, en fait, tout votre phosphate que vous aviez, et ben en fait, vous êtes obligé d'en rajouter dans vos sols parce que tout est parti dans l'autre pays. Et donc en fait, vous êtes obligé de creuser. Et du coup, du phosphate pour l'avoir sous forme minérale, et en remettre dessus. Mais du coup, si un jour il n'y a plus de phosphate, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette mondialisation des échanges avec des exportations énormes de certains pays d'agriculture vers d'autres pays, sachant que derrière, la matière première pour permettre cette agriculture exportatrice est une ressource limitée qui potentiellement va disparaître. Et tout ça, c'est pas pris en compte aujourd'hui dans les modèles de croissance économique et dans les modèles économiques actuels. Aujourd'hui, le vrai problème, je pense, de l'économie, c'est la mondialisation des échanges surtout, qui fait qu'en fait, on a des flux d'espèces qui arrivent, on a une standardisation des espèces, et on a surtout du coup un déplacement des matières premières qui ne sont pas renouvelables dans d'autres zones de la Terre. Donc en fait, on perd tous les écosystèmes et tous les équilibres. Et aujourd'hui, on arrive enfin, pas aujourd'hui, mais dans ce siècle, je pense qu'on va arriver à la limite de ces systèmes de tout bouger sans qu'il y ait derrière, qu'on puisse tout exporter sans qu'il y ait aucune conséquence. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ou pas? Parfait. Maintenant, je vais essayer de faire un peu une analyse du problème, de la situation actuelle au niveau économique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à essayer de trouver un modèle économique, un nouveau modèle économique. Est-ce qu'il faut devenir anticapitaliste? Est-ce qu'il faut être pour la décroissance? Est-ce qu'il faut être antilibéral ou pro-libéral, etc. Et au final, je pense que c'est pas l'économie, c'est pas le problème actuel. Si on reprend le terme économique qui est un peu la gestion de la maison, je pense qu'il faut plus repenser la maison et la maison commune que la manière dont on fait les échanges. Je pense qu'il y a un problème au niveau des échanges, en tout cas la mondialisation. Mais
Pour ce qui est de la croissance, est-ce que pour résoudre le problème du changement climatique et de la biodiversité, c'est forcément par la décroissance, de certaines choses, de la consommation d'énergie fossile, mais après, l'énergie et l'agriculture, ça représente, enfin l'énergie c'est 3% du PIB, l'agriculture c'est 3% du PIB, donc ces deux choses-là, ça représente aujourd'hui 6% de toute la recherche qu'on produit chaque année. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas investir plus là-dedans pour faire des énergies plus propres et une agriculture plus propre, du coup, et que ça produise un accroissement, mais que derrière on compense par une baisse de tout ce qui est un peu inutile. Du coup, il y a pas mal de choses inutiles. Donc je pense que, la question c'est vrai tout le temps, est-ce qu'il faut réfléchir décroissance, etc. Mais il faut savoir de quelle décroissance on parle et qu'est-ce qui doit décroître. Et c'est sûr qu'il y a une grande partie des choses qui doivent décroître, mais au final, à la fin, on doit arriver quand même à un équilibre. Et ça doit être un but en soi de tendre vers zéro. Pareil pour le capitalisme. Est-ce que c'est le capitalisme qui fait qu'on en est là ou pas? Je suis pas sûr. Si au niveau climatique, si dans les années 60, au lieu de faire des centrales à charbon, on avait remplacé toutes les centrales à charbon par les centrales nucléaires, on n'aurait pas plus de problème du climat. On aurait peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas, on n'aurait pas l'urgence climatique qu'on a, parce qu'aujourd'hui, le charbon, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre chaque année. Et, du charbon, on en crame depuis 1850. Et donc, je pense qu'on aurait pu imaginer un système complètement capitaliste et hyper capitalistique, dans lequel il n'y ait pas ce problème du changement climatique qui soit aussi important. Pour la biodiversité, ça se discute aussi. Pareil pour tout ce qui est le libéralisme, est-ce que c'est le meilleur ou pas? Je sais pas. En fait, je pense que c'est des modèles qui sont actuels, mais est-ce que si on avait eu un autre modèle, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes? C'est pas sûr. Mais du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment, de toute façon, il faut faire quelque chose. Et la question, c'est comment on peut le faire. Je pense qu'il ne faut pas penser en termes économiques global ou autre. Je pense qu'il faut vraiment repenser la maison et du coup, repenser tout ce qui nous entoure. Du coup, la biodiversité, comment est-ce qu'on produit, comment on se nourrit, d'où vient l'énergie et quelles sont les conséquences qu'on a. Et je pense qu'il est important, c'est de se remettre dans un système où on change la temporalité. Aujourd'hui, on a un système ultra court-termiste et on ne se rend pas compte qu'en fait, tout ce qui permet la croissance économique actuelle est dû à la nature du passé. Toutes les énergies fossiles, c'est la nature du passé qui a grandi, qui a absorbé l'énergie du soleil, qui s'est condensée, sous forme d'énergie fossile, et du coup qui ressort aujourd'hui et qu'on réexploite. Donc c'est des énergies renouvelables à très long terme, ça représente un cycle, mais aujourd'hui on surexploite toute cette énergie passée. Pareil, toute la terre qu'on utilise pour faire pousser les choses, tout ça, ça a été fabriqué par la biodiversité. Les arbres, en fait, quand ils se mettent sur les roches, ils abrasent justement les roches et ils créent la terre. Donc en fait, dès qu'on coupe une forêt, en dessous, il n'y a plus de terre qui est produite, il n'y a plus de terre qui est produite justement par les arbres qui, avec leurs racines, vont détruire les roches, les limiter pour en faire de la terre. Donc toute la terre qu'on a, pareil, est issue de mécanismes de la biodiversité du passé. Et tout ça, en fait, on le prélève aujourd'hui de manière hyper importante, et ça a un impact, du coup, pour les générations futures. Tout ce qui est non renouvelable, le phosphate, par exemple, ça n'existera plus demain. Enfin, il n'y en aura plus pour les générations futures si on exploite tout aujourd'hui. Et c'est cette temporalité, je pense qu'il faut réintégrer dans dans la nouvelle économie et qu'il faut repenser. Et surtout, si on veut réintégrer aussi la biodiversité, il faut repenser aussi le périmètre de notre économie. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel les catholiques ont énormément d'outils là-dessus, notamment quand on pense à la paroisse. C'est vraiment ça, il faut vraiment repenser la paroisse et recréer justement cette localité. Parce que la biodiversité, si on veut la préserver, il faut qu'elle soit diverse. Et du coup,
Et chaque paroisse, enfin du coup, chaque paroisse, chaque écosystème puisse être unique. Et si on arrive avec un monde uniformisé, où tout le monde mange la même chose, tout le monde a la même culture, tout le monde vit de la même manière, c'est un monde hyper risqué, parce que quand on a une monoculture ou quand on a tous la même chose, quand on a tous la même voiture, s'il y a un problème de fabrication dans la voiture, et ben en fait elles sont toutes cassées. Si on a une bactérie qui attaque le blé et qu'on mange tous que du blé, ben en fait on n'a plus de nourriture. Et du coup c'est important en termes de résilience, justement d'arriver à conserver cette culture. Et justement préserver toutes les variétés anciennes de plantes pour la biodiversité, etc. Mais de plus réfléchir, je pense qu'il ne faut pas réfléchir à des concepts trop globaux, généraux. Il faut refaire une démocratie, il faut faire une dictature verte, j'en sais rien, ou être quelque chose anticapitaliste. Je pense qu'il faut vraiment repenser au niveau local. Et au niveau de la paroisse, c'est comme ça qu'on pourra vraiment trouver des solutions et s'en sortir et changer vraiment le système en ayant plus d'impact. Sinon, je pense qu'il n'y a aucune solution qui soit possible via un système global. Si on intègre la biodiversité, pour le climat, ça pourrait être faisable, en disant on se met tous d'accord, on met une taxe sur le carbone, on ferme toutes les centrales à charbon. Pour la biodiversité, ce ne sera pas le cas, parce que la biodiversité, elle doit être diverse et elle est propre à chaque pays, à chaque climat, à chaque zone géographique et à chaque espèce. Donc, pour ma conclusion sur l'économie, je pense qu'aujourd'hui, la conférence de la semaine dernière était hyper éclairante. Les économistes, en fait, ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Ils sont complètement perdus. Le système, il avance, on ne sait pas trop comment il avance, on ne sait pas pourquoi il avance, on ne sait pas vers où il va. En Europe, ils essayent de relancer la croissance, ils ne savent pas comment. Les taux sont quasiment négatifs, donc on donne de l'argent gratuitement partout pour essayer de relancer la croissance, ça ne marche pas. Ils font donc du quantitative easing, donc ils rachètent les dettes des entreprises pour essayer de relancer la croissance, ça ne marche pas. Et ils réfléchissent à faire ce qui s'appelle du monécoptère, donc donner de l'argent un peu à n'importe qui comme ça pour voir si ça relance la croissance. Ils ne savent même pas si ça va marcher. Et à côté de ça, il y a énormément d'argent, comme on a un système hyper capitaliste aussi et très inégalitaire. Il y a énormément d'argent qui sont stockés à des endroits où les gens justement ne savent pas quoi en faire non plus. Ils ne savent pas par quoi commencer. Et typiquement, toutes les banques aimeraient dire voilà, moi je fais des investissements verts, je sors des énergies fossiles, etc. Mais elles ne savent pas où investir. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse opportunité de trouver de nouvelles. Parce qu'on est dans un monde libéral et capitaliste, il y a de l'argent, et comme c'est libéral, en fait, on a le droit de tester ce qu'on veut en disant qu'on est une start-up et qu'on a envie d'innover. Et c'est quand même une grosse opportunité de dire, en fait, on peut tester des choses, il suffit de convaincre les gens de nous donner l'argent qu'ils ont pour tester les choses en disant que ça leur rapportera peut-être quelque chose. Et ça marche. Donc en fait, il y a plein de choses à faire, et je pense qu'il faut réfléchir vraiment au niveau local, et je pense qu'il faut recréer des paroisses actives qui repensent justement leur organisation et la vie de la paroisse. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu ma pensée de ce que j'ai conclu du comment modifier justement percevoir est-ce que c'est décroissance, croissance économique et l'impact de la croissance économique avec ses limites aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut des questions ou autres. Par rapport à la biodiversité, ouais. Si jamais ça se dégrade, que ce soit le riche ou le pauvre, il y aura la même fois un problème pour chacun. Ça va être. Ouais, mais c'est très local. Parce que c'est la nature, et du coup, en fait, tout le monde ne sera pas touché de la même manière. Quand ça touche les poissons, c'est surtout les pays côtiers qui vont être touchés par la pénurie de poissons, par exemple. Mais après, s'il y en a des super riches, il y en a toujours qui vont réussir à payer des gens pour se nourrir autrement. C'est un peu question piège, mais tu proposes quoi je sais pas, mettons, moi je gère une paroisse un peu dans le rural. Ouais. Parce que je suppose que l'écosystème des paroisses de la Guillotière, c'est pas le même problème. Et j'ai écouté la conférence, je suis convaincu et je te demande ce qu'il faut que je fasse. Je veux dire, c'est quoi le levier selon toi?
le truc essentiel qui fait que la biodiversité est conservée, c'est plutôt redéployer. Je pense que la première chose, du coup, ça va être la sensibilisation. Expliquer aux gens le problème du climat et de la biodiversité pour qu'ils comprennent les enjeux. Et après, si c'est rural, le premier truc à faire, c'est remettre des haies. C'est con, mais remettre des haies et je sais pas, apprécier la nature. Vraiment, non, après, c'est un peu ce que dit tout le temps Cyril, mais vraiment apprécier la nature, en fait, ça permet aussi de se réimprégner de la nature et de comprendre en fait que tout ce qui nous entoure. En fait, si on comprend que tout ce qui nous entoure, c'est la biodiversité qui nous l'a donné, ça permet déjà de changer sa manière de penser, quoi. Mais le premier truc, ouais, c'est remettre des haies, planter des trucs, laisser du sauvage. Faire la fresque du climat et la fresque de la biodiversité aussi. Ouais. Mais après, c'est compliqué. Il y a de vrais enjeux, notamment au niveau du le transport. Si on parle en termes de... Première chose, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est ce qui est le plus en croissance. C'est 10% du PIB en France. C'est ce qui est en croissance de 10% par an. Donc c'est quasiment ce qui drive la croissance économique française. Dans le monde, c'est aussi c'est exponentiel la croissance du tourisme. Et c'est ce qui a le plus d'impact aujourd'hui en termes de transport des gens, de pollution, de pression sur la biodiversité. Et c'est du loisir et c'est compliqué de faire changer ça aussi. Mais il faut savoir apprécier ce qui est autour de chez nous, de chez soi. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer d'insister. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller aux Bahamas pour partir en vacances, ou partir juste à côté, quoi. Une autre question, du coup, ouais. Dans la mesure où il faut, comme tu as dit, préserver une diversité, il faut éviter une uniformité. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention à des espèces invasives, à des cultures des monocultures, etc., mais même au niveau agricole. Est-ce que politiquement, ça implique du coup que les États puissent avoir un plus grand contrôle de leur économie territoriale, justement pour pouvoir contrôler ça, pour pouvoir contrôler l'intrusion d'espèces, pour pouvoir contrôler les lois du marché agricole, pour pouvoir contrôler ce qui est planté dans le pays, parce que on a tendance à se dire que tous ces échanges-là qui font qu'on cultive tous du maïs aujourd'hui, ça vient d'une espèce de mondialisation du marché agricole, mais est-ce que ce que tu proposes, ça se couple du coup avec un renforcement du pouvoir de l'État sur le territoire ou de chaque localité, quoi? Je sais pas s'il y a besoin de ça, mais en tout cas, les espèces invasives, elles viennent par la mondialisation des échanges. C'est sûr, quand il y a des plantes qu'on fait pousser en Chine et qu'on ramène en France, du coup, si elles n'ont pas été bien traitées, du coup, il y a des petites bêtes qui se mettent dedans, qui viennent de Chine. C'est comme ça que le frelon asiatique est arrivé, ou la pierre lubie. Après, il y a pareil le tourisme, les gens qui vont dans d'autres pays, qui reviennent en disant tiens, ça a l'air cool cette plante, je vais la ramener chez moi, la faire planter, et en fait c'est une espèce envahissante, du coup ça arrive comme ça. Non, c'est rien. Donc la gestion des flux c'est compliqué, et je pense qu'un des vrais enjeux c'est la mondialisation des échanges, que ce soit des personnes ou des marchandises. Et ça, j'avoue que pour moi c'est un gros enjeu de se dire en fait si on veut vraiment si on veut vraiment lutter contre le changement climatique et la biodiversité, il faudrait fermer les frontières en quelque sorte, quoi. Et non, mais c'est en tout cas diminuer les échanges. De toute façon, dès qu'on se déplace, ça émet du CO2, quoi. Donc, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, je vois pas d'autres. Pour le coup, je pense que ça fait vraiment partie des trucs sur lesquels c'est compliqué si on veut vraiment faire bouger les choses et éviter tout ça. Sans fermer les frontières, ça me paraît compliqué. Enfin, c'est... Ce que tu es en train de nous dire, en gros, c'est que en réalité, personne ne prendra une décision aussi drastique. Ça peut être qu'une catastrophe qui amène Soit c'est une catastrophe, ou soit ça vient justement, ce que je dis, justement du local. En fait, si au niveau local, tu dis, en fait,
moi je m'en fous de manger du maïs, je préfère cultiver les variétés de blé anciennes, ça marche quoi. Ouais. Et du coup, bah, va, plutôt que de partir à New York cet été, va dans le Beaujolais, tu vois, mais En gros, dans ma paroisse, il y a 14 bébés de 80 ans qui partent aux États-Unis, d'ailleurs. ouais, mais Bon, voilà, arrêtez de manger du maïs. non, mais On va dire, ah ouais, c'est pour les poules, ouais. d'accord. Et ben sinon tu leur dis, bah, mettre des nids d'oiseaux. Non, mais toi, enfin, je veux dire, j'ai peur qu'on soit contraint de. Enfin, dans tout moi, ça, c'est un avis personnel, d'être confronté à quelque chose de grave pour rebondir in fine et naturellement, quelque part. C'est malheureux à dire, mais je pense que c'est la nature qui va faire son boulot, plus que l'humain capitaliste, voyageur, et égoïste, etc. Tu vois, c'est malheureux, c'est un peu catastrophique ce que je dis, mais je ne vois pas d'autre issue. J'entends pas la raison l'emporter sur. Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on touche un petit peu le fond pour avoir un effet électrochoc. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je vois pas comment l'humain aujourd'hui. Comment on appelle ça, pas européen, oui, enfin, tu vois. Peut-être qu'il y a des personnes après on y a, enfin ouais. qui ont des consciences, mais ces personnes-là, c'est pas celles qu'on influence sur celui qui est proche de la nature, au fin fond du monde. Lui, il sait comment ça marche, quoi. Et il connaît tout ça, mais il n'a pas de levier, lui, de. Eh bien, ils sont, enfin, ouais, c'est tout l'enjeu. Pour, tu vois, les gens qui sont au fin fond du monde, typiquement toutes les tribus autochtones, etc., qui ont une connaissance justement de la biodiversité, etc., bah, elles sont de plus en plus chassées et éradiquées, etc., tu vois. Et c'est un des enjeux, c'est préserver justement cette diversité, bah, du coup, de l'homme aussi, et qui a une connaissance, et qui a un peu de connaissance là-dessus. Mais oui, de toute façon, on commence à arriver à voir les. Ouais, les signes ne sont peut-être pas encore assez forts, c'est malheureux. En fait, ça dépend. Hein. Tu vois, au Vietnam, ils ont arrêté de produire du riz parce qu'il y avait trop de submersion. Du coup, les terres sont devenues salées, donc ils ne pouvaient plus faire de riz. Donc maintenant, ils sont mis à la crevette. Donc en fait, tu as des endroits où ils le voient. Alors après, c'est intéressant. Après, tout le problème du changement climatique et de la biodiversité, comment faire changer les choses, c'est faire prendre conscience aux gens que c'est l'homme qui est la cause de tout ça. Et c'est le problème de tous les climato-sceptiques ou de tout ça, c'est de dire, bah, finalement, le changement climatique, il y en a toujours eu, c'est pas l'homme qui est responsable. La biodiversité, c'est Darwin, de toute façon, il y a toujours des espèces qui sont mortes et d'autres qui sont réapparues, et du coup, c'est naturel. Et je pense que le gros enjeu, c'est de faire comprendre aux gens, bah non, en fait, c'est nous qui faisons ça et surtout qui détruisons le potentiel de bien-être des générations futures. Mais après, oui, ça commence à bouger. Aux États-Unis, enfin, j'ai lu un article aux États-Unis, ils vont faire la pire récolte qu'ils ont jamais faite de production de maïs, parce qu'ils ont eu d'énormes inondations dans tout le Midwest. Et en fait, le problème qu'ils ont, c'est que du coup, ils ont Trump. Donc en fait, le ministère de l'Agriculture, enfin, l'équivalent du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, est complètement climato-sceptique. Ils ont interdiction de dire quoi que ce soit sur le changement climatique, etc. Donc eux, ils refusent de parler du changement climatique. Pour eux, ça n'existe pas. Tu as les agriculteurs qui sont convaincus qu'il y a un changement climatique parce qu'eux le voient. Ils ont leurs récoltes qui sont de pire en pire. Là, cette année, ils ne pourront plus rien produire. Leur ferme qui existe depuis 80 ans, ferme familiale, détruite, il n'y a plus rien qui pousse. Ils disent, bah, nous, on croit qu'il y a un changement climatique. Par contre, on sait que ce n'est pas l'homme qui est responsable. On sait que c'est un phénomène naturel. Du coup, ils sont climato-sceptiques à un autre degré. Mais ils savent qu'il y a quelque chose et eux, ils demandent justement qu'on les aide à s'adapter à ce changement climatique, même s'ils pensent que le problème, c'est pas l'homme. Et derrière, bah, en fait, il y a ceux qui sont convaincus que l'homme est responsable du changement climatique, qui veulent faire bouger les choses, mais du coup, qui sont obligés de faire des comptes secrets, etc., pour dire aux agriculteurs, bah, et d'essayer de les faire changer leurs pratiques en disant, ok, c'est pas parce que vous êtes, en leur disant, bah, faites ça pour vous adapter. Pour au moins qu'ils bougent et qu'ils changent un peu leur pratique, mais sans leur dire que du coup c'est pour réduire le changement climatique parce qu'ils pensent que ça n'existe pas. Et c'est compliqué, mais ouais. T'as quand même les gens, globalement, pour le coup, dans la réalité, ils le voient, le changement climatique, la perte de biodiversité, ils le voient. T'as moins d'oiseaux, que t'as des choses qui disparaissent et tout, quoi. D'accord.
Non, mais Donc je pense que ça, mais la après, bascule se fait pas, tu vois. Entre la conscience et le agir, si tu veux, j'ai l'impression que c'est. Parce que c'est très dur d'agir, c'est tout simplement. Hein. je sais pas si ça se fait pas, mais après, oui, ça se fera trop tard et ça se fera sûrement dans la douleur. Mais c'est en train de C'est ça, se faire. voilà. J'ai peur que ça se fasse dans la douleur. Toi, C'est ça, hein. il y a 3 ans, du coup, le patron d'Inditex, du coup, c'est le numéro 1 du textile, c'est Zara, H&M, etc. En fait, ils ont fait, depuis 3 ans, ils ont fait moins 1% de chiffre d'affaires mondial au niveau du textile. Et en fait, eux disent aujourd'hui, on sait, on a fait des études de marché, etc. au niveau des gens, on sait qu'on a atteint le maximum de croissance du textile. On sait qu'on n'atteindra plus jamais parce que les gens maintenant préfèrent de la qualité et ils veulent plus consommer autant qu'avant. Et du coup, on sait qu'on va devoir changer notre mode de production parce que maintenant les gens vont consommer de moins en moins de produits textiles. Encore énormément, mais du coup, eux le voient qu'il y a quand même un changement. Tu as des signaux faibles. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes qui changent pour faire changer les choses. La plupart des gens suivent en fait la masse. Oui. Mais donc, oui, après, le débat, c'est est-ce que ça va être violent ou pas? Vous avez parlé des énergies fossiles, Ouais. notamment du charbon. Oui. Donc la France a pris un virage nucléaire pour sa production d'électricité il y a quelques dizaines d'années. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie encore l'exploitation du charbon? Parce que c'est une énergie qui, dans l'imaginaire collectif, est assez ancienne et sale et peut-être pas très efficiente. Qu'est-ce qui justifie encore les centrales à charbon, notamment pour l'électricité? En France, on a encore 3% de centrales à charbon qui devraient être fermées d'ici 2 ou 3 ans d'après le gouvernement. Mais le charbon, c'est l'énergie d'avenir, c'est celle qui est, c'est l'énergie pour produire l'électricité qui est la plus en croissance. Depuis 10 ans, encore aujourd'hui, l'Allemagne va rouvrir une centrale à charbon, là, qui devrait être une toute nouvelle centrale à charbon. Et les pays qui produisent du charbon, enfin, qui utilisent du charbon, c'est pas les pays. Parce que c'est pas cher quand en fait, l'avantage du charbon, c'est que c'est pas cher. Par contre, c'est hyper local, mais les pays qui produisent du charbon, c'est pas que les pays en voie de développement. L'Allemagne, ils fonctionnent, la moitié de leur électricité est produite au charbon. Les États-Unis, ils produisent énormément de charbon. L'Australie, c'est au charbon. La Chine, l'Inde aussi. Mais c'est pas cher, et puis le climat, on s'en fout. Mais voilà. Mais après, c'est un choix. L'Allemagne a fait le choix de fermer toutes ses centrales nucléaires et de rouvrir des centrales à charbon. Ouais, je reviens un peu sur la biodiversité. Tu as dit tout à l'heure que plus elle était variée, plus elle était résistante. Résiliente, ouais. Aux agressions extérieures. Ouais. En fait, je vois pas trop comment ça se fait que... En fait, plus elle est diverse, c'est-à-dire que plus il y a d'espèces, si tu as un champ, soit tu coupes tout, tu mets de la monoculture de blé. Et en fait, si tu mets un champ, si tu mets des haies, tu as 2 ou 3 arbres et tu laisses un peu des herbes folles, bah, du coup, si tu as une agression, par exemple, si tu as des insectes qui viennent, bah, potentiellement, ils vont pas manger que ton champ parce qu'ils vont trouver la nourriture à côté, dans les haies, etc. Ou pareil, si tu as des champignons ou si tu as un événement climatique, si tu as une tempête de vent, bah, potentiellement, tout ton champ ne va pas être ravagé parce que tu as des haies qui vont te protéger du vent et que du coup, tu as ça. Enfin, en gros, plus tu as d'espèces qui arrivent, et puis même si tu as un incendie, potentiellement, tu as des espèces qui vont repousser directement après et plus facilement. Et du coup, après, recréer un peu un écosystème qui fait que les autres espèces vont repousser, etc. Mais en Ça gros, augmente les interactions avec ces agressions extérieures, justement, et du coup, ça fait qu'il n'y a pas qu'un seul scénario qui peut se passer. exactement. En fait, du coup, plus tu as d'espèces et plus tu as d'interactions entre les espèces, etc., plus tu as de scénarios possibles qui arrivent en fonction de l'événement. Donc en fait, s'il arrive un truc, plus tu as de chances que le système se remette en fonctionnement parce que ça ne va pas tuer toutes les espèces d'un coup et que tu sais que tu as quelques espèces qui vont survivre et du coup, après, se remettre en état.